Bonjour. Alors, je tiens malgré tout à vous offrir une dernière réflexion, avant de mettre en repos durant les vacances au mois d'août, à propos de Jean-Paul Sartre. Alors, la raison en est, c'est que je suis intervenu sur cette chaîne à propos de Sartre, et dans le cadre de la critique que j'en ai faite dans mon livre Critique de l'idéalisme philosophique, mais il s'agissait du premier Jean-Paul Sartre, phénoménologue et, disons, lecteur de Husserl et de Heidegger, etc. Or, et puis auteur de cette conception de l'homme qui a été l'existentialisme, qu'il définissait comme un humanisme. Mais il faut savoir que Jean-Paul Sartre ne s'en est pas tenu là, je l'avais déjà indiqué, qu'il a changé fondamentalement, on peut le dire, dans la deuxième partie de sa vie, quand il s'est rapproché en quelque sorte du Parti communiste, du coup du marxisme, qu'il a écrit la critique de la raison dialectique, etc. Et du coup, ses options philosophiques ont changé de manière assez étonnante, en intégrant pleinement les apports de la pensée de Karl Marx. Donc, je vais vous faire un éloge du deuxième Sartre, devenu marxiste, et cet éloge va partir d'un livre que je viens de relire, qui est un livre absolument extraordinaire, qui s'intitule tout simplement « Plaidoyer pour les intellectuels », qui est paru en 1972. Et je trouve que c'est un livre tout à fait remarquable, donc je vais vous en parler à partir d'un billet que j'ai écrit pour Mediapart, mais en improvisant éventuellement aussi à partir de là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce texte-là est vraiment d'une grande lucidité et d'une grande intelligence dans les conclusions politiques qu'il en tire et qui, c'est pour ça que j'en parle, valent encore plus aujourd'hui qu'elles ne valaient, si vous voulez, à son époque, il y a à peu près une quarantaine d'années. Alors, la première thèse qu'il défend, dans la première partie d'ailleurs de son livre, résulte d'un examen du passé, moyenâgeux et monarchique ou aristocratique, qui était bien une société de classe, dans laquelle le pouvoir et la religion étaient intriqués, au point que l'élaboration de l'idéologie dominante était le fait des clercs d'église. C'est la montée de la bourgeoisie liée au capitalisme et au développement des sciences et des techniques qui a totalement, figurez-vous, modifié la donne. Celle-ci, la bourgeoisie, a eu besoin d'agents intellectuels propres, liés à la production industrielle, pour élaborer une conception du monde et de la société favorable à ses intérêts, bien entendu, et qui a été tout simplement l'humanisme. Oui, mais quel humanisme? Eh bien, un humanisme abstrait, faisant fi des réalités et des inégalités de classe, se référant à un homme universel et sans appartenance concrète, c'était l'homme en général. C'est à ce niveau que va précisément se constituer historiquement la figure de l'intellectuel avec ses contradictions progressives. Car ce qui le définit, c'est la possession de ce que Sartre appelle remarquablement, je dis bien remarquablement, un savoir pratique, dont l'analyse me paraît alors d'autant plus remarquable qu'elle s'oppose à ce que Heidegger, qui avait pu l'inspirer autrefois, je l'ai rappelé, a pu lire dans ce domaine. Eh bien, contrairement à ce que celui-ci, Heidegger, a pu en dire, la science et la technique ne sont pas là, selon Sartre, pour asservir l'être, le constituer en étant objectif et utilisable, qui nous le ferait oublier et qui nous aliénerait intellectuellement. Non, dit Sartre, elles sont là pour nous révéler les potentialités du monde. Les potentialités du monde, objectifs, pour nous les dévoiler, la formule est de lui, et donc pour nous donner une prise sur lui que l'ignorance, précisément, nous empêche d'obtenir, prise ou pouvoir, qui, en principe, peut se déployer au bénéfice de l'homme, c'est-à-dire non pas de l'homme en général, mais des hommes, de tous les hommes. Il insiste fortement sur ce point. Sauf que, et c'est là la contradiction qui va apparaître, et à la fois tourmenter les intellectuels et susciter une hostilité à leur égard, sauf donc que à ce savoir pratique peut s'ajouter une visée normative, globale et humaniste, tentant de mettre la puissance scientifico-technique au service de l'humanité tout entière, des hommes donc, et non pas de l'homme avec un H majuscule. C'est ce qui définit, pour Sartre,
l'intellectuel dans sa spécificité qui ne le réduit pas à un spécialiste de la science et de la technique. Or, ce ne fut pas le cas, puisque la bourgeoisie aura tout fait pour orienter le développement scientifico-technique dans le sens de ses seuls intérêts, guidés par le profit, mais tout autant pour demander aux intellectuels naissants, qui apparaissaient donc, disons, au XIXe siècle pour l'essentiel, de la justifier idéologiquement, et du coup pour interdire à ceux-ci de la critiquer au nom de leur visée normative universaliste, qui était quand même là, pensons à la philosophie des Lumières. D'où le rejet dont ils vont faire aussi l'objet, et que Sartre met très bien en lumière, avec son talent un peu de polémiste, et parfois de plaisantin assez étonnant. Vous, les intellectuels, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, rappelle-t-il. C'est une formule que l'on employait ou qui résume un peu la position de la bourgeoisie, et c'est une formule ou un propos que même un De Gaulle reprendra au XXe siècle. Or, c'est bien cette multiplication des savoirs, des spécialités techniques, dans la division du travail, mais aussi la présence d'intérêts financiers impliqués dans chaque travailleur à l'occasion de la rémunération de son travail, ce qui est un souci que Sartre refuse justement de condamner, eh bien c'est tout ça qui va compliquer la situation. À quoi s'ajoute cette idée que, le cite, sa formule est très belle, si tout intellectuel du savoir est un intellectuel en puissance, je répète, tout intellectuel du savoir est un intellectuel en puissance, eh bien, des obstacles socio-culturels peuvent l'empêcher de le devenir vraiment, comme son origine de classe, son déficit de culture, ou une culture orientée, disons, ou partielle, entretenue par les pouvoirs en place par la ségrégation scolaire, par exemple, et ses programmes différenciés, etc., ce qui facilite, bien entendu, l'adhésion critique à l'idéologie dominante de la part de gens qui pourraient s'y opposer. Mais, en sens inverse, cette situation est contradictoire puisque leur insatisfaction économique et sociale, le chômage aussi, peuvent rencontrer des révoltes populaires plus larges, du monde ouvrier tout simplement, qui les entraînent alors à une prise de conscience critique claire, laquelle en fait d'ores et déjà des intellectuels non soumis aux manigances, c'est moi qui m'exprime comme ça, de la bourgeoisie, dont l'inflation de la publicité commerciale, visible partout, est un signe fort et scandaleux que notre auteur souligne avec raison et qui dénonçait déjà, sachant que la situation s'est aggravée à un point, moi, qui m'indigne vraiment et me révolte fortement. Alors, l'essentiel a été dit quand on a dit cela, mais il y a une suite à l'ouvrage, une deuxième partie, et dans cette suite, il va insister sur les difficultés d'être un intellectuel jusqu'au bout. C'est-à-dire, selon Sartre, un intellectuel radical. Le mot radical est de lui. Car c'est bien l'ambition qu'il lui assigne. Et qui suppose alors la lutte cette fois-ci subjective contre divers obstacles. La lutte subjective, c'est la lutte contre soi. Les séductions multiformes que la bourgeoisie dominante, pour se les assimiler, emploie, dont la médiatisation. Et la situation, je le précise, sous Macron, on a offert de terribles exemples, que je ne citerai pas, pour ne pas vexer les personnes en question, surtout lorsqu'on passe, disons, d'une position politique initiale courageuse à son contraire. Ça arrive. L'attirance aussi pour le réformisme, qui consiste à donner l'impression qu'on est pour un progrès substantiel, quand en fait, sous différents prétextes, comme la complication ou la complexité du réel, Dieu sait si ce thème est parfois à la mode, eh bien, on se contente alors largement de ce qui est et qui devrait pourtant être aboli. Sartre cite l'exemple de cette complication. Il cite l'exemple de ce qui s'est passé durant la guerre d'Algérie, et l'on change inévitablement à Camus, qui est à la fois
un humaniste favorable au peuple algérien, mais qui ne voulait pas qu'il soit défrancisé en quelque sorte. Bon. La lutte contre soi aussi. Alors la lutte contre soi, le soi, dit-il, c'est ce monstre qu'on est en nous-mêmes, dit-il. Bon. C'est-à-dire ces restes de positions rétrogrades, comme le racisme ou le conformisme, qui nous viennent de notre enfance et qui peuvent contaminer, figurez-vous, certains de nos actes ou de nos opinions. Ou enfin, c'est plus subtil, cet universalisme, cet humanisme universaliste, ou cet universalisme humaniste, bien entendu, abstrait, qui se veut généreux et animé de bonnes intentions, alors qu'il refuse parfois de prendre position concrètement sur des cas particuliers. Voyez, comme lors de la guerre du Vietnam, quand, au nom d'un pacifisme à la fois idyllique et inconditionnel, certains se refusaient à la condamner. Et Sartre cite des exemples à cette époque. Ces difficultés, voyez, qui montrent que la situation est compliquée, ne peuvent être surmontées par le seul fait de s'aligner sur les positions du peuple travailleur et exploité avec ses organisations. Soit que celui-ci, ce peuple organisé, se méfie des intellectuels, étant donné leur origine sociale, soit que leur propre conscience de classe soit flottante, ça arrive, soit enfin que l'on retrouve ces mêmes difficultés quand l'intellectuel adhère à un parti organisé et de masse, mais qui peut se tromper théoriquement, comme l'histoire nous l'a montré à l'époque de l'Union soviétique, dont Sartre n'a pas pu connaître l'échec. On comprend alors aussi combien l'idéal gramscien, Gramscien ça renvoie à Gramsci, le philosophe communiste italien, qui était aussi un homme politique, son idéal d'un intellectuel organique, c'est une formule célèbre de lui, vrai intellectuel mais issu du monde du travail, c'est ce que veut dire un intellectuel organique, eh bien ça me fait comprendre comment cela soit difficile à envisager, même si on en a eu quelques bons exemples en France et d'autres en Italie du côté des communistes. Leur fidélité partisane mise à part, qui les a parfois aveuglés devant des pratiques qui relevaient du stalinisme, mais leur appartenance de parti les empêchait de prendre un recul critique. Comment juger ? À l'inverse, puisqu'il s'agit de savoir comment peut être un intellectuel tout en faisant partie du monde du travail et en étant issu, comment juger à l'inverse un Jean Jaurès, incontestable militant socialiste, quoique vrai intellectuel par ailleurs, tout le monde le sait. L'idée de Sartre, à ce moment-là, et que le meilleur service que les intellectuels puissent rendre à leur cause révolutionnaire, c'est d'abord d'éclairer le réel. Éclairer le réel à partir de leur savoir pratique précisément, donc de percer l'idéologie qui le masque, ce réel, et d'ouvrir des possibles, c'est sa formule que j'aime beaucoup, pour sa transformation. Car, comme il est dit fortement dans cet essai, l'humain n'est pas EST. Il est à construire, formule que je trouve assez formidable et qui est une espèce de transposition historico-politique de l'humanisme du sujet libre du premier Jean-Paul Sartre. Mais il y a la transposition, inévitable bien entendu, et justifiée. Je m'arrête là. Tout en laissant de côté, il y a une troisième partie, donc la partie sur l'écrivain et la littérature, qui devrait relever d'un traitement à part, auquel je ne me livrerai pas. Mais si je m'arrête là, pas tout à fait, mais si je m'arrête là, c'est que cette limpide réflexion critique n'a rien perdu de son actualité, hélas. Et je voudrais le montrer. Et je voudrais le montrer, disons, en au moins 2 ou 3 points. Car, premier point, contrairement à ce que peuvent et veulent nous faire croire de pseudo-intellectuels à la mode, qui font la une des médias, et qui sont publiés et référencés sans problème, nous vivons dans un monde politique,
social et surtout économique qui est inhumain, à un point rare. Bien plus qu'il ne l'était à l'époque de Sartre, il vivait à l'époque ce qu'on appelait les 30 glorieuses et de la social-démocratie. Donc sur ces trois plans, nous vivons dans un univers qui est pire. Et cela sans compter la crise écologique gigantesque qui se met en place, dont le capitalisme est le principal ou ultime, comme voudra, responsable. Il faut le dire, par-delà les attaques visant simplement les comportements, disons, anti-écologiques individuels au niveau de la consommation. C'est donc bien, il faut le préciser, à une crise de civilisation que nous devons faire face, et non seulement de société, de civilisation, et pas seulement de société. Il y a de nombreuses sociétés, françaises, allemandes, anglaises, états-uniennes, etc. Mais elles sont toutes prises dans ce que j'appelle un mode de vie global qui constitue une civilisation précisément, fondée sur le capitalisme partout et sur ses méfaits. C'est de cela que les intellectuels, au sens sartrien, doivent continuer à faire le procès, sauf à se renier dans leur vocation profonde. Deuxième point. Or, précisément, ils s'y refusent, dans leur grande majorité. Pourquoi? Par inconscience, par complaisance, par arrivisme, ou tout simplement par incapacité de fond. Ce qui constitue, malgré l'auteur qui a rendu célèbre la formule que je vais citer, mais qui était comprise de manière très droitière, ce qui constitue une défaite de la pensée, formule que vous connaissez, mais qui, bien entendu, n'avait pas le sens que je lui donne chez l'auteur dont elle vient, à savoir Alain Finkielkraut. Et ceux qui n'en sont pas ni les victimes de cette situation, ni les complices, car ils existent, et l'on s'apercevra plus tard, je le dis tout de suite, qu'ils ont été l'honneur méconnu de notre époque. L'honneur méconnu de notre époque, eh bien ceux-ci sont littéralement censurés, passés sous silence dans la plupart des médias presque communistes mis à part. Et j'en ai parlé précisément dans la préface de mon livre Critique de l'idéalisme philosophique. On n'en parle pas pour faire croire qu'ils n'existent pas. On fait silence sur eux. C'est ce qu'on appelle, si je veux dire, un énoncé performatif ou un silence performatif destiné à réaliser ce que l'on souhaite, à savoir la mort des intellectuels critiques. À bas les intellectuels, à bas les intellectuels critiques, ou vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Je reprends la formule que j'ai citée, si vous voulez, plus haut. Le dernier à avoir échappé à ce sort mortifère, on peut le dire comme ça, étant Bourdieu, qui partageait ce que je dis ici. Ou plutôt qui partagerait, non seulement qui partageait, mais qui partagerait ce que je dis ici, car je l'ai un peu connu et nous avons bavardé ensemble sur des points avec lesquels nous étions tout à fait d'accord. Un seul exemple spectaculaire, donc en dehors de l'exemple de Bourdieu, qui lui a été favorisé par le sort, c'est celui de Lucien Sèvres, dont j'ai eu l'occasion de parler. C'est un grand penseur de notre temps, du capitalisme, et de la nécessité de le dépasser en vue du communisme tel qu'on doit l'entendre. Et je n'insiste pas à nouveau là-dessus, parce que ce n'est pas le communisme tel qu'on a prétendu le réaliser. Il a écrit au moins 2000 pages dans ce domaine, en 4 volumes. Et il a été, figurez-vous, passé sous silence, lamentablement, par des médias qui auraient dû le signaler au minimum, et je dirais au nom de la simple déontologie intellectuelle qui implique l'honnêteté et l'objectivité dans l'information. Alors pourquoi cette censure ? Tout simplement parce qu'il a été longtemps membre du PCF, du Parti communiste français, à un haut niveau, et qui n'a jamais rompu avec ce qu'il appelait la visée communiste, même après avoir démissionné du parti en question, l'élaborant au contraire à un haut niveau d'intelligence conceptuelle, même si l'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il en dit. En tout cas, il aura été
malgré une période dogmatique dans sa jeunesse, il aura été précisément un intellectuel tel que Sartre en a analysé le statut. Enfin, et c'est ma conclusion, nous sommes dans une crise de l'intelligence officielle ou publique, si vous voulez, parfois tout parti confondu, figurez-vous. Et je pense ici à la question de la laïcité. Crise de l'intelligence qui me désespère, comme il désespère bien des amis de mon bord. Face à cela, et pour ne pas fléchir, il faut à la fois recourir, et cette fois-ci au-delà de Gramsci, il y a une formule de lui, il faut donc recourir à un optimisme de l'intelligence, et pas seulement de la volonté, c'était sa formule à lui. Optimisme de la volonté qui risque de défaillir par les temps qui courent. Mais tout autant, il nous faut recourir à la dimension de la morale, j'en ai parlé à plusieurs reprises, qui est en train de déserter la politique au nom du profit, du productivisme, de la technique ou du technicisme, de la croissance à tout prix, de la consommation mercantile, de l'apologie individualiste et médiocre de la richesse, y compris dans le sport, ce qui est proprement ignoble à mon avis, si vous voulez, etc. C'est peut-être, alors là, ça sera ma conclusion, mais forme de mise en retrait, mais tout à fait légère, c'est peut-être le seul point où Sartre aura peut-être failli dans le discours officiel qu'il tient, dans l'analyse officielle qu'il formule. N'avoir pas mis au premier plan, et donc explicitement, cette dimension morale, après avoir tenté en vain d'en élaborer une. Il a écrit des cahiers pour une nouvelle morale, mais qui ne sont pas forcément s'il écrit de meilleurs. Donc il a voulu en élaborer une, mais nouvelle, alors que celle-ci est déjà là, dans la conscience commune, même si elle peut y être brouillée par l'idéologie, par exemple. Et Kant, selon moi, je l'ai déjà dit, mais je le répète fortement, l'a porté définitivement au concept. Universalité, liberté, égalité, respect de la personne, humanisme concret ou pratique, eh bien, figurez-vous que tout cela est pourtant présent dans sa définition de l'intellectuel pratique, et donc critique. Donc, il n'a pas porté peut-être au concept ce qui anime en fait sa démarche. Par-delà le savoir, et sur sa base aussi, il faut donc dire qu'il n'y a de critique, y compris chez Sartre, il n'y a de critique en politique que portée par un idéal moral. Merci.